Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Ce matin, on va recevoir deux invités. L'un qui va nous parler d'environnement et de climat. Docteur Pamphile Rondi est secrétaire général de l'organisation non gouvernementale Monde Action Durable. Il est par ailleurs spécialiste des questions liées à l'environnement. Il est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Avec lui, on va discuter l'implication de la société civile verte dans la préservation de l'environnement et du climat. Il sera par ici dans un instant et mon invité. Le second invité à recevoir par ici, c'est celui d'Esther Tofa, puisque nous sommes mardi et que les mardis matins, nous parlons santé sur Actu Matin. Madame Santé sur Actu Matin a appelé pour vous professeur Antoine Séraphin Gbenou. Il est président de la Société béninoise de chirurgie pédiatrie. Avec lui, on va évaluer un peu l'importance de la chirurgie pédiatrie dans le dispositif sanitaire béninois. Quels sont les enjeux de la discipline? Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui dans son développement? On fera le point, notamment à l'étape santé. Hier, j'avais promis qu'on débatte de la situation de la presse depuis 1990 à aujourd'hui et surtout qu'on la projette un peu dans l'avenir avec notamment des éléments qui secouent son quotidien, l'Internet, les médias sociaux et tous leurs corollaires. On va remettre le sujet ce matin pour, mettons, le creuser avec les débatteurs. Ce sera dans la dernière ligne droite de cette émission. N'oubliez pas les autres rendez-vous, que vous connaissez très bien quand on est sur la matinale de Canal 3 Benin, la rue de presse, la une des journaux, tout cela vous attend. Bienvenue à tous. Voici Fraternité pour ouvrir ce premier rendez-vous de rubrique sur votre matinale projet de société pour la course à la marina, Wadaï dans la continuité, Rompet dans les slogans. Franck Nivo, spécialiste de la décentralisation au sujet des nouveaux maires, il est impératif de garantir à l'avenir des résultats conformes à la volonté réelle du citoyen. Dématérialisation de l'inscription à l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants en difficulté d'accès à la plateforme, l'espace étudiant le plus gros défi. Nouvelle ère à la mairie d'Abomey-Calavi, les attentes des jeunes et des femmes face aux ambitions du nouveau maire. Voici palmarès. La cinquième mandature de la décentralisation au Bénin, liste intégrale des 77 maires installés dans leurs fonctions. Prime à la jeunesse par endroit, promotion des femmes au rabais, le journal vous dresse le petit point. Pour apologie de cannibalisme, Monsieur Conservatoire de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, sur une radio, sur Radio Maranatha, pardon, a notamment concernant une émission et l'interdiction d'antenne à son animateur. Le journal vous propose à lire l'intégralité de la décision de l'institution qui régule les médias en République du Bénin. Lettre ouverte FONACES 2026, le CES ouvre le dialogue national sur le bien-être social. Leadership féminin à Savalo, le consortium EDID fait le point de coaching PAEC. Voici matin libre. Législative et communale à l'UPR, le sort des fidèles de Rongbeji, c'est une réflexion du journal UAC, concours du meilleur délayeur de Gary, quand le divertissement frôle l'occlusion intestinale, le journal prévient. La boussole, la succession de Patrice Talon, la carte Wadaï rassure-t-elle vraiment le peuple? Grosse interrogation à la manchette du journal ce matin et puis démission de Bertin Corvi sur du bloc républicain, le théâtre d'une sortie un peu prévisible d'après la boussole. Le journal L'informateur présidentiel du 12 avril prochain, quelles sont les options
pour le parti LD, le journal propose ses analyses. Et puis, régulation des médias, lourde sanction de la hack contre Radio Maranatha. Le journal Le Coopéra, avec une bonne nouvelle en manchette ce matin. Production céréalière au Bénin. Le maïs vendu actuellement à 100 francs CFA, la mesure, dans les marchés. Le magazine Le Champion, série Super League Junior Laïtan, sur un petit nuage. Le Guépard a marqué un but hier. Le journal revient là-dessus. Certainement aussi, hein, le bulletin d'information des sports sur l'Actu Matin vous en dira un peu plus. Le journal d'Abarou Kwande, festival Vopaka à Ganikpeo. L'identité culturelle des peuples Natemba a été célébrée d'après les infos du journal d'Abarou. Et puis nous sommes avec l'Indépendant, 10 années de gouvernance, hommage à Patrice Talon et à une décennie de transformation. Voici Fraternité pour la deuxième lecture. Projet de société pour la course à la Marina Wadaïn dans la continuité. Paul Rompé dans les slogans. Franck Kinivo, spécialiste de la décentralisation au sujet des nouveaux maires. Il est impératif de garantir à l'avenir des résultats conformes à la volonté réelle du citoyen. Et puis, dématérialisation de l'inscription à l'université d'Abomey-Calavi. Les étudiants en difficulté d'accès à la plateforme. L'espace étudiant, eh bien, le plus gros défi pour eux. Nouvelle ère à la mairie d'Abomey-Calavi. Les attentes des jeunes et des femmes face aux ambitions du nouveau maire. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je vais vous proposer un tour rapide à l'intérieur de Fraternité. J'ai vraiment pas le choix, c'est le meilleur quotidien à Cotonou. Et justement, cet article pourrait vous intéresser déjà à la page 4. Immersion dans le quotidien actuel des étudiants, dans leur démarche pour s'inscrire à l'université d'Abomey-Calavi. Ils ont beaucoup de difficultés à accéder à la plateforme dans cette politique de dématérialisation justement du processus. Le journal qui est allé sur le terrain constater les difficultés des apprenants. Vous avez un beau constat réalisé donc par un tuyau envoyé sur le terrain par le quotidien de Ménotin. Connexion impossible, dossier bloqué, validation qui tarde. Bref, les difficultés sont assez nombreuses. Le journal revient en détail là-dessus. Mais prévient quand même, c'est une réforme nécessaire à corriger. Si la volonté de moderniser l'administration universitaire est largement saluée, les étudiants appellent à des améliorations urgentes, une plateforme plus stable, des délais clairs, une assistance accessible et une meilleure communication. Voilà ce qu'attendent les étudiants à l'université d'Abomey-Calavi. Vous allez vous intéresser aussi au parcours d'un homme, d'une icône africaine. C'est bien le chanteur togolais King Mensah. Fraternité a fait un zoom un peu sur l'homme ce matin. Il est une figure de référence pour la musique togolaise et un artiste célèbre de l'Afrique pour le monde et pour le monde. Alors pourquoi est-ce que Fraternité s'est intéressé à l'homme? C'est d'abord déjà parce que il a à son actif une dizaine, mettons, d'albums. Il a aussi un palmarès assez impressionnant. La Voix d'Or du Togo est également active sur d'autres fronts, ce qui signe à son actif un palmarès impressionnant. Il est d'ailleurs désigné conseiller à la culture et aux loisirs par Kovi Akwete Adambounou, maire de la commune d'Agoué, Nivet. Avant cela, l'État togolais lui a témoigné sa reconnaissance en faisant de lui, en 2011, chevalier de la Légion d'honneur au Togo. En 2000 et en 2004, King Mensah a été aussi nominé meilleur artiste traditionnel africain au Kora Awards. En tout cas, bref, c'est un homme à un grand parcours qui pourrait être, ma foi, une référence aussi pour les jeunes, que cela soit dans le métier de l'artiste, de l'art, pardon, et de la chanson, mais aussi bien au-delà. Et puis l'actualité sportive vue par Fraternité, c'est la page 8 avec ce récapitulatif des prestations des Guépards pendant le week-end écoulé sur les différents stades, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs dans le monde. Un joli récapitulatif sur lequel certainement reviendra par ici Candide Hungeter qui va nous proposer justement ce plein feu
sur nos ambassadeurs de football à travers le monde. Le monde, justement, à découvrir dans l'actualité, à la page 9 de Fraternité, dans sa production de ce mardi matin. Il fait un vaste tour d'horizon, hein, depuis, mettons, les États-Unis jusqu'au Somaliland, qui fait des appels et des appels de pied, pardon, pour attirer l'attention de la communauté internationale sur sa situation et surtout son désir d'être reconnu à l'échelle internationale en tant qu'État souverain. À cette fraternité, Élysée, informez-vous. En attendant que votre livre passe à la maison, continuez à suivre, hein, Actu Matin, parce que la rédaction de cet organe de presse vous propose justement son actualité à elle, captée par ses caméras et micros. Le petit journal sur Actu Matin sera présenté par Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy, et bien bonjour à tous. Les cadres de la haute autorité de l'audiovisuel, pardon, de la haute cour de justice ont reçu hier les lettres de mission retraçant les objectifs assignés à chacun d'eux. La HAC a frappé hier, en effet. C'est un symbole qui fait ancrer la redevabilité démocratique voulue par la juridiction en son propre sein déjà. Par cette initiative qui fixe les attentes vis-à-vis de chaque agent, l'institution avance dans sa nouvelle ère. On vous dira quelques détails à ce propos. Nous parlerons aussi de l'édition 2026 du Forum national du Conseil économique et social, FONACES. La rencontre qui démarre ce matin même vise à contribuer à l'élaboration de solutions concrètes pour mieux vivre au Bénin. Plus de 200 participants sont attendus en présentiel et plus de 1000 en ligne. On fera le point à travers justement le directeur de cabinet du président de l'institution. Voici le bulletin. Voici pour vous le bulletin de l'information. La haute cour de justice trace à ses agents les orientations à suivre, Florence, et les objectifs à atteindre au titre de l'année en cours. Dans une dynamique 100% tournée vers la performance et le rayonnement sur l'échiquier des juridictions nationales, l'institution dirigée par professeur Dondi Nyamou a procédé hier à une remise de lettres de mission aux membres de son personnel, Hugues Vingbe et Moufid Sagbo. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Faire davantage pour hisser la haute cour de justice au rang des institutions étatiques alliant performance, modernité et située au cœur de la redevabilité démocratique. C'est tout le sens de cette cérémonie de remise de lettres de mission. Elle intervient après celle du 10 mars 2025 et s'inscrit dans une nouvelle dynamique engagée le 23 septembre 2025 lors d'une assemblée plénière. Ce n'est pas seulement une cérémonie de remise de l'aide de mission, elle est profondément stratégique, car elle clarifie des attentes, aligne les efforts et place chacun d'entre nous sur le chemin de la performance. Les lettres de mission que nous recevons aujourd'hui ne sont pas donc de simples documents formels. Elles incarnent une promesse claire. De notre part, celle de produire des résultats mesurables et de rendre compte des difficultés et des avancées sur notre chemin. C'est un devoir. L'année 2026 sera celle de la confirmation. Elle nous appelle à aller plus loin, à transformer l'essai. Nous devons multiplier les audiences, rendre d'autres décisions et ancrer durablement la haute cour de justice dans le paysage judiciaire de notre nation. Après 20 ans d'existence, la Haute Cour de justice a rendu en 2025 son tout premier arrêt. À cette performance inédite s'ajoute une opération de moralisation de la vie publique qui a touché plusieurs communes du Bénin et un colloque sur la redevabilité des gouvernants. Des actes forts qui prouvent que l'institution est résolument dans une nouvelle ère. Un objectif clair.
Cotonou accueille les 24 jusqu'au 26 février prochain l'édition 2026 du Forum national du CES. La rencontre vise à contribuer à l'élaboration de solutions concrètes pour mieux vivre au Bénin. Elle se tient sous le thème Panier citoyen et bien-être. Dr Brice Boris Legba, directeur adjoint du cabinet au Conseil économique et social, rapporteur du comité d'organisation du forum, revient ici sur le thème et le contexte de l'événement. On aime tous le Conseil économique et social avec ses différentes prérogatives, le relais des attentes des populations envers les institutions, les avis et recommandations vis-à-vis du gouvernement, la vulgarisation des lois, entre autres. Mais désormais, sous la 7e mandature présidée par le président Corrad Baguiti, une nouvelle dynamique s'installe. Au lieu de se limiter aux avis, recommandations et aux travaux de terrain, il a été décidé de mettre en place un rendez-vous annuel qui a été appelé Forum national du CES. Ainsi, chaque année, le Conseil économique et social va échanger avec les populations, va dialoguer, va réunir toutes les parties prenantes et la population pour discuter des sujets d'intérêt, des sujets qui touchent aux intérêts de la population, des sujets d'actualité et qui tiennent compte des intérêts sur le plan économique, mais également sur le plan social. Le Bénin traverse une période merveilleuse en termes de croissance. Selon les statistiques, nous faisons partie des meilleurs pays ayant la plus grande croissance sur le plan économique. Mais comment est-ce que cette croissance se reflète dans le quotidien des Béninois? Il n'est pas rare d'entendre certains Béninois dire qu'il y a une flambée des prix, que la vie coûte cher et tout ça. Et les chiffres officiels confirment effectivement qu'il y a une augmentation de prix de certains produits et tout. Mais à quoi est due cette augmentation? Et comment est-ce que les Béninois le ressentent au quotidien? Comment ça se passe? Qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à cette augmentation de prix? Y a-t-il vraiment une augmentation de prix? Si oui, dans quelle proportion? Et quels produits sont concernés? Ce sont des préoccupations très fréquentes que les Béninois soulèvent et qui nécessitent de dialoguer. Voilà la principale raison. Donc l'idée, c'est de réunir toutes les parties prenantes. Quand je dis toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement, les institutions, le secteur privé, les syndicats, les consommateurs et la population pour dialoguer sur le coût de la vie, pour qu'on puisse échanger sur les différentes perceptions par rapport au coût de la vie, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce qu'on peut ensemble définir, pourquoi pas, un panier citoyen avec les produits et services essentiels que nous consommons au quotidien et sur lesquels on peut faire un suivi des prix et un instrument de dialogue et de régulation. Le Forum national du CES connaît cette année la participation de plusieurs présidents de CES venus de divers horizons, à savoir la Côte d'Ivoire, le Congo, le Maroc et la France. Plus de 200 participants sont attendus en présentiel et plus de 1000 en ligne. Dans l'extrait qui va suivre, le directeur adjoint du cabinet du CES énumère quelques activités au programme et les attentes. Il intervient au micro de Esther Tofa et Jocelyn Barriga. La question du panier citoyen, ce n'est pas uniquement une question béninoise, c'est une question qui intéresse tout le monde au niveau africain. Deuxième chose, c'est que nous aurons une belle cérémonie inaugurale qui sera prononcée par le président Abdoulaye Biotchane, qui est le ministre d'État, et qui va déboucher sur une conférence inaugurale animée par le Premier ministre honoraire Lionel Sissou. L'idée, c'est de discuter de la croissance, du bien-être et du panier citoyen et des enjeux qui y sont associés au Bénin, mais également dans le monde entier. Ensuite, nous aurons 4 panels. Il y aura un panel sur le pouvoir d'achat, un panel sur la consommation locale et les habitudes de consommation, un autre panel sur le bien-être au travail et un dernier sur la protection sociale. C'est pour dire en fait que ce sera un rendez-vous exceptionnel qui va aboutir non seulement à un panier citoyen, CES, pour lequel des démarches pour le suivi des prix au quotidien. Quand je parle de suivi des prix, c'est un suivi avec toutes les parties prenantes, syndicats, consommateurs et même l'Instat, mais également des recommandations à l'endroit du gouvernement, mais également de bonnes pratiques. Bonnes pratiques parce qu'en fait, nous ne voulons pas juste parler, on veut aussi apprendre à consommer localement, apprendre à stimuler
la production locale, apprendre à développer de bonnes habitudes de consommation qui tiennent compte des réalités de notre pays, qui tiennent compte de notre budget personnel, qui tiennent compte de nos entrées et qui nous permettent d'avoir le bien-être. Le bien-être, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse le Conseil économique et social qui travaille au quotidien pour les attentes des populations. Donc ce rendez-vous va contribuer au bien-être à travers ces aspects que j'ai évoqués, la pédagogie, mais également des recommandations pour que le gouvernement, qui est déjà attentif aux populations, sache qu'en fait, il y a un dispositif qui est en place où tout le monde discute, tout le monde dialogue pour le bien-être de tous. Santé à présent, bien manger, ce n'est pas forcément manger lourd. Dans l'habitude de la plupart des gens dans un contexte béninois, le repas le plus consistant est pour le soir après une longue et dure journée. Mes mauvaises habitudes, nous dit ici Ifek Rossi, nutritionniste et diététicienne. Elle intervient au micro de Franck Aounou et Mariette Doumassi. La base même de l'assiette, c'est les légumes. D'accord? Vous avez un peu de féculents, un peu de protéines. Ce qui fait que nos assiettes sont très déséquilibrées au Bénin, c'est que nous avons toujours mis plus de place en fait pour les féculents. On va vous dire, ouais, non, goro nous met. C'est ça. Et on nous a toujours éduqués comme ça. Et ça a plusieurs causes, notamment la pauvreté. Il faut être totalement pratique. Quand vous savez que vos ressources vont plus en termes de quantité, au moins on sera rassasié si on mange beaucoup de pâtes. On va clairement dire aux enfants, on n'a pas suffisamment de moyens pour manger des légumes, donc on va manger suffisamment de pâtes. Et c'est là aussi la place des jardins de cases. Voilà. Donc, les légumes d'abord, principalement, un peu de pâtes et des protéines. Ce quand vous mangez équilibré, les légumes vous apportent de l'eau, les fruits vous apportent de l'eau, les protéines vous maintiennent et vous avez vraiment de l'énergie pour continuer vos journées. Ce qu'il faut éviter en période de chaleur, c'est de résister à l'envie de la bière fraîche. En général, quand il fait chaud, on a envie de se rafraîchir. Et quand on a envie de se rafraîchir, certaines personnes vont directement sur une bière bien glacée, c'est-à-dire de l'alcool. Ou alors, on va craquer sur les boissons qui sont vendues dans nos marchés. Ce sera du adoyo, du bissap, du café au lait, pour avoir l'impression de fraîcheur. Il faut vraiment éviter ça, parce que ça vient avec l'effet de fraîcheur, mais ça vient aussi avec beaucoup de calories vides et beaucoup de sucre. Donc, en voulant se rafraîchir, il ne faut pas qu'on apporte encore de la surcharge calorique. Et notamment, qui dit surcharge calorique dit surpoids, obésité. Et qui dit obésité dit tout le nid pour les maladies chroniques, notamment le diabète, l'hypertension artérielle et leurs complications. Après un ou plusieurs repas, le ventre commence à gonfler chez certaines personnes, provoquant une sensation de ballonnement. Pour certains, cette réaction serait due à la consommation des fruits après les repas. Mais pour la nutritionniste, il n'en est rien, elle explique. Déjà, certaines personnes disent en fait dans leurs vidéos, dans leur communication, que les fruits, ça se fermente, ça fait des gaz, ça crée des ballonnements. Franchement, c'est une affirmation totalement, je ne vais pas dire fausse, mais ce n'est pas une affirmation vraie, scientifique. Parce que les fruits sont des aliments qui sont à consommer tous les jours en portions. On recommande 2 portions de fruits par jour. Je corrige à chaque interview. Ce n'est pas 5 fruits et légumes par jour, c'est 5 portions de fruits et légumes par jour à raison de 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. La portion est équivalente à 80 à 100 grammes. Donc, les fruits sont à consommer parce qu'ils contiennent des antioxydants, parce qu'ils contiennent des éléments très importants pour notre organisme, généralement les vitamines, les minéraux, de l'eau, des antioxydants qui vont permettre de libérer l'organisme. Donc, on va mettre les fruits et légumes généralement dans les aliments qui protègent l'organisme. Ils vont renforcer notre système immunitaire, ils vont apporter de la vitamine C, tout plein de vitamines que ne nous apportent pas les aliments toujours cuits. Donc, ces aliments-là sont à privilégier dans notre organisme, dans notre alimentation de tous les jours. Ils sont très utiles pour nous et ils ne sont pas corrélés avec le gonflement du ventre. Si vous avez un ventre qui devient bedonnant, qui dépasse les normes, les choses qu'il faut faire, c'est de faire de l'activité sportive, réduire la consommation alimentaire et perdre du poids, d'abord. Ensuite, si vous avez des ballonnements inexpliqués, c'est-à-dire que quand vous mangez, vous voyez que votre ventre, il devient gros, vous ne digérez pas, vous avez de la lenteur à digérer, 3 heures après avoir mangé, vous vous sentez toujours ballonné, vous ne digérez pas, vous prenez rendez-vous avec votre gastro-entérologue et ils vont en fait, si vous avez des problèmes de santé qui expliquent que la digestion ne se passe pas bien. Donc, il n'y a aucun fruit que je pourrais vous conseiller
de corrélation directe. Et en fait, ce fruit-là, dès que vous le mangez, il faut être dégonfler. Ça n'existe pas. Eh bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée. D'un bulletin à un autre. Voici les sports. Candide, bonjour. Bonjour. La manche retourne, les barrages de la Ligue des Champions League s'ouvrent ce mardi. C'est bien cela, avec un total de 4 matchs à suivre ce mardi en ouverture donc au barrage retour de la Ligue européenne des champions saison 2025-2026. L'équipe de l'Atlético de Madrid sera face à son homologue du club Brugge après donc un déplacement la semaine écoulée sur le terrain de son adversaire. Pendant ce temps, l'équipe du FK Karabakh sera en déplacement sur le terrain de Newcastle. Le Bayer Leverkusen va offrir son hospitalité à l'Olympiakos. Pendant ce temps, l'Inter de Milan va en découdre avec l'équipe de Bodo Glimt. Avant ces confrontations, on rappelle les résultats à l'aller pour les 8 matchs déroulés à l'occasion de la manche allée de ces barrages de la Ligue européenne des champions. L'équipe de Galatasaray s'était imposée 5-2 à son homologue de la Juventus de Turin. Le PSG, équipe championne en titre, a battu par 3-2 l'équipe de l'AS Monaco dans le duel français. Le Real Madrid s'est imposé 1-0 à l'équipe de Benfica de Lisbonne. Pendant ce temps, le Borussia Dortmund a battu par 2-0 l'Atalanta Bergame. 1-6 pour la défaite à domicile du FK Karabakh devant l'équipe de Newcastle. Le Bayer Leverkusen a battu par 2-0 l'Olympiakos. Bodo Glimt qui s'est imposé par 3-1 à l'équipe de l'Inter de Milan. Et puis score nul de 3 buts partout entre l'équipe du club Brugge et celle de l'Atlético de Madrid. Mais Tanguy, ce qui nous intéresse ce mardi, ce sont les 4 rencontres à suivre. Atlético de Madrid, Club Brugge, Newcastle, FK Karabakh, Bayer Leverkusen, Olympiakos et puis Inter Milan, Bodo Glimt. Oui, les matchs retour ont chacun eu des fortunes variées au match aller. Ouais. Avec relativement, je dois dire, des clubs qui ont pris de sérieuses options déjà la semaine écoulée pour dire clairement leur intention de se qualifier au prochain tour. Ce qui va être très difficile pour les équipes qui ont été battues parce que les scores parfois ont été assez large. Vous voyez par exemple le club du Nigérian. Oui, Newcastle qui a battu par 6-1 l'équipe du par FK exemple. Karabakh. Voilà, exactement. Ça fait quand même un gros écart. Galatasaray qui s'est imposé 5-2. De Osimhen qui quand même s'est imposé aussi violemment face à son adversaire la semaine écoulée. Donc c'est des options assez claires pour, mettons, le match retour. Et certainement qu'on aura aussi du bon spectacle, même si on ne va pas dire que le suspense existe encore. Mais en football, il ne faut jamais parier sur l'issue d'un match. Même si je vois très difficilement, en tout cas, ce retour en force des pays des clubs qui ont été battus à la Ligue. Je ne sais pas si c'est une chance pour lui d'avoir quitté Atalanta pour Galatasaray. Non, pour à l'Atlético de Madrid, vous parlez plutôt de Ademola Lookman, parce que son départ a quand même fait du bien à son club d'arrivée, mais sans mettre en difficulté un peu le club d'où il est parti. De toute façon, on va leur souhaiter bonne chance. Bonne chance pour ce soir. 18h45, Atlético de Madrid, Club Brugge à 21h, Newcastle, FK Karabakh, Bayer Leverkusen, Olympiakos, Inter Milan, Bodo Glimt. Allez, on va s'intéresser à présent à la trêve internationale féminine de février 2026. Vous l'avez aperçu il y a quelques secondes. Les Amazones du Bénin ont 2 matchs amicaux à livrer dans quelques jours. La Côte d'Ivoire a négocié 2 matchs amicaux avec le Bénin et le Kenya dans le cadre de la préparation de son équipe nationale féminine en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. 2 matchs qui vont se dérouler en terre ivoirienne. Étant donc invité pour cette confrontation amicale, le Bénin va aussi défier le Kenya au cours de cette fenêtre internationale pour jauger le niveau des filles. Et donc, les Amazones vont défier les éléphants d'âme de la Côte d'Ivoire le 28 février prochain au stade Le Félicia bien entendu, et les Kenyanes le 2 mars
au stade olympique d'Ebimpe. 2 grands tests qui vont permettre donc au staff technique d'effectuer la revue des troupes et de mieux préparer les prochaines échéances. Et justement, en prélude à cette confrontation entre Amazone du Bénin et les Fondam de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont dévoilé hier leur liste pour justement cette confrontation, aussi bien face aux Amazones du Bénin que contre les Kenyans. Et sur cette liste, vous avez pu le voir, on a au total, il faut le dire, 3 gardiennes convoquées pour cette confrontation face au Bénin et celle face au Kenya. 3 gardiennes de but convoquées: Diakité Aramatou, Daji FC, Amani Leslie et puis Kela Rosni Mali. On a en défense beaucoup de joueurs convoqués, entre autres Aïcha Fofana Sissé, Matoba Gbei, Anastasie, Nati Marie, Diakité Mariam, Digbe Priscilla, Kao Nina et puis Diawara Mariam, sans oublier Yapo Gati Aboua. En milieu de terrain, on a Kakuna Amani, Nyanoué, Erika Assi, Sophie, Dagba ici, Seri Grace Ruth et puis Kokora Silva, Touré, Doudou, Yeti, Ouetrago, Abibou et puis Kwasi, Rosemont. Et puis en attaque, on a les attaquantes convoquées: Kona Inès, Elo Rebecca qui évolue du côté de Valence. On a Beinan Malissa, Diallo Ami et puis Creto Priscille, sans oublier Wetrago Sira Safi. Voilà donc les joueurs convoqués par le sélectionneur des éléphants dames de la Côte d'Ivoire pour défier Amazone du Bénin Kenyan dans les tout prochains jours. Allez, on va s'intéresser à autre chose. Tant que nous sommes mardi et la tradition veut que chaque mardi nos téléspectateurs aient 3 documents de la semaine. Celui de ce mardi s'intéresse aux arts martiaux chinois et comme vous le savez, dans tout sport, il y a forcément des passages d'étapes. Le week-end écoulé, les élèves pratiquants de Wushu de Dragon League Club ont été évalués au cours de l'examen de passage de grade à l'issue duquel ils ont tous passé de niveau. Justement, candidat, dans le document de la semaine ce mardi, vous avez effectué une immersion au cœur de cet exercice donc de passage de grade. C'est un peu pour mieux comprendre comment cela se passe. Cette étape qui marque, je dois dire, l'évolution d'un pratiquant de Wushu. On en a un à Kanatra Bénin, même s'il a abandonné justement à ce sport-là. Voici donc le document de la semaine ce matin. Sur les tatamis au Bénin, de jeunes pratiquants et pratiquantes émergent dans les arts martiaux chinois. On les applaudit, mesdames et messieurs. Il faut qu'ils se sentent soutenus. Dès le bas âge ou depuis leur premier pas dans les clubs et associations de Wushu, les élèves entrent à l'école de l'équilibre entre le corps et l'esprit. Cet art martial qui allie discipline et self-défense forge leur caractère avec des valeurs morales dont le respect et l'humilité. Pour être un bon élève, la passion doit être au-dessus de tout. Il n'y a pas d'art martial qui peut se pratiquer sans confiance personnelle. On n'est pas obligé de se donner forme, mais l'important, c'est d'avoir le cœur et d'agir. Avec passion et détermination, ces jeunes pratiquants apprennent, assimilent et s'expriment bien sur les tatamis. Sous les regards des maîtres et grands maîtres Wushu, les plus assidus progressent au fil des mois aussi bien en Taolu qu'en Sanda. Des progrès non négligeables qui les amènent à prendre part les étapes de passage de grade. Un moment clé pour évaluer leur persévérance, leur souplesse et leur maîtrise technique autour des épreuves d'enchaînement, de self-défense et de combat. Une évaluation annuelle au cours de laquelle chaque pratiquant passe d'un degré à un autre ou d'une ceinture à une autre. On a la ceinture blanche, c'est la ceinture d'initiation. Lorsque vous êtes initié, après vous passez le grade de la ceinture jaune. Et après vous avez le grade de la ceinture rouge, ensuite la ceinture violette et la ceinture noire. Mais il est très important de préciser qu'entre chaque ceinture, il y a des étapes. C'est-à-dire que vous allez passer le premier degré déjà de la ceinture jaune, le deuxième degré de la ceinture jaune, et pour certaines associations, peut-être le troisième degré de la ceinture jaune. Ainsi de suite pour la ceinture rouge, la ceinture violette, et vient maintenant l'étape de la ceinture noire. Mais il faut
il faut ajouter qu'on ne s'arrête pas au niveau de la ceinture noire. C'est-à-dire que lorsque vous portez la ceinture noire, il y a encore des degrés. Et là, normalement, on évolue jusqu'à 10 degrés. Et là, vous avez le statut de grand maître. L'échelle à monter est longue pour qui aspire au grade de grand maître des arts martiaux chinois. Mais pour se rendre au sommet, le chemin est connu. Il faut prendre part les différents échelons. Le jeune Brian est devenu pratiquant de Wushu en 2025. Environ un an plus tard, il est dans la vague de passage de grade au Dragon League Club. Devant le jury, il passe sur le tatami pour faire évaluer entre autres ses enchaînements à main nue et ses techniques de jambes. Une évaluation pour obtenir la ceinture blanche 2e degré. Marianne Amende, elle déjà ceinture blanche 3e degré, passe cette année la jaune, symbole d'éveil, d'assiduité et du début du cheminement technique de l'élève. Après avoir été évalué sur les techniques de base et enchaînement, les techniques de jambes, l'application des techniques enseignées, les positions, l'attitude et le comportement, ils réussissent leur test. Ça s'est très bien passé. Les entraînements se sont bien déroulés. J'ai choisi de pratiquer le wushu parce que je vais être forte. Ça s'est bien passé, mais avec un peu de trac. D'abord, une impression de trac, de peur, mais de courage. Comme Brian et Mariam, près d'une centaine d'élèves pratiquants de wushu passent de grade au Dragon League Club. À tour de rôle, ils ont défilé avec rigueur et concentration devant un jury composé de maîtres, assistés de ceintures noires et d'instructeurs avertis. Ils ont démontré leur maîtrise des fondamentaux tels que les postures, les taolu à main nue ou avec arme, les techniques coup de pied et techniques de jambes. La performance globale et puis le degré de difficulté dans leur mouvement. C'est sur ça que nous basons pour pouvoir noter les enfants. Il y a d'abord, ils sont notés sur 10 points. Il y a la qualité des mouvements qui est notée sur 5 et il y a la performance globale qui est aussi notée sur 5. Donc nous regardons comment ils font les mouvements, quelle est la puissance qu'ils mettent dedans, la maîtrise des postures. Donc c'est ce que nous regardons pour pouvoir les noter. Le sonda, encore appelé combat libre ou self-défense, n'était pas du reste. Des tout petits aux plus grands, les élèves passent avec brio de grade inférieur au grade supérieur, poursuivant ainsi leur ascension et surtout la maîtrise des techniques fondamentales après la ceinture blanche pour la plupart d'entre eux. Nous avons d'abord la première catégorie qui est la ceinture blanche à la ceinture jaune. La ceinture blanche à la ceinture jaune. La deuxième catégorie qui est de la ceinture rouge à la ceinture violette et la troisième catégorie qui est la ceinture noire. Aujourd'hui, nous sommes dans deux catégories. Première catégorie, c'est-à-dire de la blanche jusqu'à la jaune. Deuxième catégorie de la jaune, de la rouge plus de la rouge à la ceinture violette. Chaque mois de février, le temps de congé des élèves, on fait la passation de grade suivi d'une démonstration. Tout va s'améliorer parce que le niveau c'est bon, mais ça n'est pas toujours très bon. Donc avec le temps, ça va s'améliorer. C'est un nouveau challenge relevé pour les différents élèves qui passent aujourd'hui d'un grade à un autre. Mais ça l'est encore plus pour Dragon League Club qui voit ses pratiquants élever leur niveau et poursuivre leur marche vers les étapes de perfectionnement de pratique de wushu. Symbole de leur évolution technique, de la ceinture blanche à la ceinture noire. Ils représentent tout simplement la croissance, la maîtrise et la persévérance du pratiquant. Tanguy, ça sera l'essentiel à retenir des sports ce matin. Merci beaucoup à vous, Candide. Demain, on va se voir certainement avec les résultats des confrontations de la Champions League programmées pour aujourd'hui. Faut-il le rappeler, 4 matchs qui nous attendent pour mettre la fièvre et le bonheur du football. C'est ça. On sera devant nos petits écrans. Bonne journée. Merci, pareil à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici mon invité.
Dr Pamphile Rondy est secrétaire général de l'ONG Monde Action Durable. Dr Rondy, bonjour. Tanguy, bonjour. Vous êtes là pour que nous évaluions un peu la contribution des organisations non gouvernementales à la préservation de l'environnement. Mais avant de parler justement de climat et de l'environnement, nous allons comprendre un peu une initiative que vous avez mise en place au niveau de votre organisation. C'est le rendez-vous Moment de Science. En quoi est-ce que ça consiste et pourquoi vous avez mis en place? Merci beaucoup Tanguy, merci pour tout ce que vous faites pour contribuer au développement du Bénin. Moi c'est Pamphile Rondy, je suis le secrétaire général de l'ONG, expert en évaluation environnementale et sociale. Il faut retenir que l'ONG Monde Action Durable est une ONG qui intervient dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de l'environnement, de l'agriculture, des changements climatiques, l'entrepreneuriat des jeunes, l'autonomisation des femmes, etc. etc. Nous avons plusieurs initiatives et parmi ces initiatives, nous avons le Moment de Science qui est une initiative qui consiste à rendre accessible au grand public les résultats de la recherche. Ce que nous faisons par rapport à cette initiative, c'est qu'on discute avec les chercheurs et ils viennent présenter les résultats obtenus au thème de leur recherche. Au-delà de ça, nous déplaçons vers les entreprises pour voir un peu ce qu'ils font en termes de protection de l'environnement, en termes de création d'emplois pour les jeunes. C'est dans ce cadre-là que il y a 2 semaines, on était dans une ferme à Romay. Oui, une ferme qui s'occupe de la production d'escargots. Là-bas, nous avons discuté un peu avec le jeune, un promoteur très dynamique qui se retrouve dans cette activité. Nous avons échangé un peu avec lui par rapport aux opportunités qui existent pour les jeunes. Nous avons regardé un peu ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant, pertinent. Nous avons discuté par rapport aux possibilités de collaboration afin que nous puissions envoyer vers lui des jeunes qui peuvent aller apprendre ce qu'il fait sur cette ferme-là. Parce qu'aujourd'hui, les diplômes seuls ne suffisent pas. Il faut avoir la pratique. C'est dans ce cadre-là que l'ONG essaie d'accompagner un certain nombre de jeunes dans ce sens-là. Vous avez mobilisé toute votre équipe là-bas. Hein? C'est quoi? Toute l'équipe veut apprendre à élever des escargots? Merci beaucoup. Il faut retenir qu'on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Nous avons mobilisé les membres de l'équipe parce que c'est toujours important d'avoir un plus dans ce monde-là. D'accord? Donc, ça a permis de comprendre fondamentalement ce que ce jeune fait. En quoi c'est utile pour nos jeunes. C'est pourquoi nous avons mobilisé cette équipe-là pour voir un peu ce qu'il faut conseiller, ce qu'il ne faut pas conseiller par rapport à ce qu'il fait. Est-ce que c'est vraiment rentable aujourd'hui? On cherche l'argent. Hein? Oui. Ce que moi j'ai vu là-bas, c'est pas mal. Vous savez, quand on dit entrepreneuriat, c'est pas commencer. Il ne s'agit pas de commencer par gagner du jour au lendemain. C'est petit à petit. Avec le temps. Tout cas, voilà. Avec ce que j'ai vu là-bas, je crois que avec l'engagement, la volonté, il va s'en sortir. Et je crois que c'est une opportunité d'emploi pour les jeunes aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est vraiment rentable alors? Oui, c'est vraiment rentable. Ça peut nourrir son homme. On va parler de ce qui vous emmène, notamment la préservation du climat et de l'environnement. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que les organisations non gouvernementales aujourd'hui font quelque chose de qualitatif pour vraiment préserver l'environnement dans leur action? Merci beaucoup. Je vais dire ce qui nous concerne, parce qu'il faut parler de soi-même d'abord. Ce que nous faisons au niveau de l'ONG Monde Action, c'est pertinent. Nous posons des actes concrets qui contribuent aux efforts actuels de lutte contre les changements climatiques. Vous savez qu'aujourd'hui, le Bénin est confronté à cette réalité. Donc, l'ONG, au sein de l'ONG Monde Action, nous posons des actes concrets pour réduire un peu les effets de cette réalité-là. Comme action, nous avons un forum que nous avons dénommé Initiative Résilience Climat, c'est annuel. Et au cours de ce forum, on invite les spécialistes, les experts, les scientifiques qui viennent nous exposer les avancées, les résultats obtenus en termes de résilience climatique dans le contexte béninois, ce qu'on peut appliquer tout de suite là. Et nous discutons un peu par rapport à ces réalités-là pour voir un peu comment est-ce qu'on peut mettre en pratique dans le contexte béninois. Il faut dire que nous sommes déjà
à la 4e édition. Cette année, on va faire la 4e édition. Et au cours de ce forum, on invite les spécialistes, comme j'ai commencé par le dire, on invite les spécialistes qui nous détaillent les solutions concrètes de résilience climatique. Ce qu'on peut pratiquer au Bénin, ce n'est pas de la théorie. Et à la fin des débats, on arrive avec des critères bien définis, sélectionner une initiative de résilience. Et après cette étape-là, on identifie un milieu vulnérable au Bénin. On va expérimenter cette solution-là pour permettre aux populations de continuer à s'adapter. L'avant-dernière édition a eu en ligne, je crois, celui qui est actuellement maire de Cotonou, et qui a d'ailleurs fait une conférence en direct en ligne avec les membres de l'organisation. Oui, il faut dire que nous avons eu la chance de discuter avec l'actuel maire de Cotonou, M. Luc Yankaya, qui nous a entretenu sur un thème pertinent. Il a abordé un certain nombre de choses pour ce qui concerne, par exemple, l'informalité urbaine. Il nous a entretenu ces réalités, ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire face à ces réalités. D'accord. À part ça, il a partagé ses expériences. Vous savez que c'est un expert de renom. Il a partagé ses expériences avec nous sur les réalités climatiques, ce que nous devons faire dans le contexte béninois. Parce qu'il ne s'agit pas de proposer pour proposer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face aux réalités climatiques au Bénin? Donc, il a partagé ses expériences là avec nous et je crois que ça a été utile pour les participants. Et pour cette année, vous voulez faire focus sur quoi? Merci beaucoup. Je crois que nous avons déjà engagé le débat pour cette année qui aura lieu probablement en avril ou bien début mai. Nous avons retenu un thème pertinent. C'est ce qu'on est en train de retenir, c'est la résilience climatique au Bénin, planifier, d'abord comprendre, planifier et investir. C'est un thème qui va nous permettre de voir un peu ce qu'on met dans résilience climatique, comment est-ce qu'il faut planifier cela et chercher à investir dans ce domaine-là qui devient nécessaire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans prendre en compte le climat. Justement. C'est pourquoi nous faisons beaucoup d'efforts pour contribuer aux efforts du gouvernement dans ce sens-là aujourd'hui. Donc, je voudrais déjà inviter les acteurs de ce domaine à se rapprocher de l'ONG pour nous accompagner sur ce terrain-là. Qui sont ceux que vous attendez? Généralement, c'est les spécialistes, les gens qui peuvent nous dire la vérité dans ce domaine. Je veux parler des scientifiques, les experts, les communautés, etc. C'est des gens comme ça qu'on appelle et qui partagent les expériences avec nous. Et à la fin, on arrive quand même à retenir une solution qu'on arrive à mettre à la disposition de la communauté. Avec la raréfaction, je dois dire, des financements publics, nationaux et internationaux, les organisations ont du mal aujourd'hui à s'en sortir. Comment vous faites? Merci beaucoup. C'est une réalité, mais quand il y a la volonté, tout est possible. Chez nous, on essaie de faire avec nos petits moyens, on essaie de frapper à toutes les portes, on soumet les projets, on sollicite les partenaires. Compte tenu de ce que nous faisons, la qualité de ce que nous faisons, je crois que les gens arrivent quand même à nous donner un coup de main, même si ce n'est pas encore suffisant. On arrive à se débrouiller avec ces coups de main pour le moment. Voilà. Les étudiants, ils sont attendus, c'est tellement... Oui. C'est une cible nécessaire pour cette opportunité, en tout cas cette organisation. Nous les invitons et ils viennent participer activement à ces moments d'échange. Il y a des conditions pour y participer? Pas de conditions particulières, il suffit de s'inscrire. On met à la disposition du public un lien d'inscription et après, si c'est accepté, vous participez librement à ce rendez-vous d'échange. Voilà. Un mot pour finir. Merci beaucoup Tanguy, merci pour tout ce que vous faites pour le Bénin. Je voudrais finir en invitant les partenaires, toutes les personnes de bonne volonté à nous donner un coup de main afin qu'on puisse continuer par contribuer au processus de développement du Bénin que nous constatons ces dernières années. Merci beaucoup. Docteur Pamphile Rondier, secrétaire général de l'organisation non gouvernementale Monde d'Action Durable. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Très bonne journée. Merci beaucoup Tanguy. Bonne journée à vous-même. Merci. Voilà, monsieur, on va passer à la régie. On va maintenant suivre le magazine de ce matin. En attendant, je vous propose
une idée de ce qui nous attend pour le reste donc de notre matinale ce matin. On aura la revue de presse à la fin, on aura nos débats tout à l'heure sur la presse béninoise. N'oubliez pas la page santé avec Maître Esther Tofa qui va passer par ici nous parler de chirurgie pédiatrique. On va s'intéresser justement à cette discipline-là et à son rôle, je dois dire, dans le contexte béninois et surtout à sa contribution dans la politique sanitaire du Bénin. Avant tout cela, donc voici le magazine ce matin. Si des fils du village de Oumako sont allés prendre leurs inspirations au Ghana, pour beaucoup de personnes, cela était dû à leur origine. C'était un retour à la source qui a permis de trouver du travail, mais aussi pour renouer avec leur origine. Oumako avaye nya Togo osiava. Osiava wagbeto amene yezon ŋutsu ametɔ̃ agala akiti ewoe wodo agala be srɔ̃ ke wosiava ne siava kakakakakaka enu va tina kɔ ɖe ame ke wodzo kakakaka wova dze du ne yɔmi le egbe be Wumakɔa enu ti kɔ na wo ati ke woyɔna be wutia do enana fafa ke wokpɔ funu kpɔa wonɔ anyi ɖe funu ke wonɔ anyi ɖe funua fafa le ye agala le to ne nɔviawo be fi ne yewo nɔ anyi ɖo ya ne aʋagba tso afi ɖe kpekpe gbava ama yewo kudo wutia yewo akɔ fi ne Wumakɔ dzro tso lea ye ma lo. Oumako est constitué d'une vingtaine de familles, toutes liées les unes aux autres. Wumakoa ekɔ egbe ekɔ miakpɔ Dzakoti miakpɔ Siame miakpɔ Fanta wogba yɔnɛ be Tɔve egbea miagba kpɔ Gbedevinu ekɔ ne le Wumakɔa ɔwoe ma. Aƒedo ne le Wumakɔa tutu gbɔ woakpɔ Agbakɔdzi Agbaƒome agala me maƒome wodzo le Agbakɔdzia woakpɔ Agbedekɔdzi ele tukrɔe ne agala maƒea ne edzo le funua yeakpɔ Adinu le Wumakɔ le siva me ne edzo le Adinu dzia yeakpɔ Amegãwo ye Akutehawo ne edzo le Megãwo dzia yeakpɔ Kpota
ne dzo le kpota dzia asiɔgbɔn le funu asiɔgbɔn hawo ne dzo le asiɔgbɔn maƒo mea yakpɔ ɖenɔ fi ma tɔ yi ŋutɔ menyi ɖenɔƒo me ne kpɔ ɖenɔa yakpɔ aʋlasa ne dzo le aʋlasa yava ketika maƒo me ne kpɔ ketika ƒo mea yanɔ kpɔ degbehovi ne dzo le degbehovi ma ƒo mea yanɔ kpɔ kuivi gbonu lokui eyɔna na wo ele sangɔ me ni voa me ne dzo le funua yakpɔ agbemɔ ma ƒo me ele siva me ne dzo le agbemɔa yakpɔ atitɔe ɖome ne dzo le atitɔe ɖomea yadze ayekɔdzi ne dzo le ayekɔdzia yanɔ kpɔ gbebekɔdzi ele funu gbebekɔdzi aƒema me wɔna ʋodu me ke kpatsa ne ʋodu mekɔ nu le aƒema ye kpatsa ne makɔ ne ʋodu menya gbebekɔdzi ne dzo le gbebekɔdzia yakpɔ dakpekɔdzi ne dzo le dakpekɔdzia yakpɔ atsanti ɖome ne dzo le tsanti ɖomea atitɔe ɖome ele dogba tout proche ne miame fi ke mi wɔna ʋodumenuwo le ne dzo le funua yakpɔ gakeŋkɔdzi ne dzo le gakeŋkɔdzia yakpɔ tɔmenya hawo yɔna ziaku nene aƒedo ke le makɔa ŋumewiwo nyi. Plusieurs religions se côtoient dans une cohabitation fraternelle. La religion endogène, les religions chrétiennes dont le catholicisme, l'Assemblée de Dieu, le christianisme céleste. Chacune a son lieu de culte. Ceci n'empêche pas les fils et filles de la localité de se retrouver pour de grandes cérémonies. Teƒe ke mi lea edua me teƒe dogba yɔna nɛ ne kpekpe ke ɖe ku ɖo edua ŋuti ame yi kua sɔ yi zogbea ne woaƒo eme nuƒoa teƒe aɖeke wonɔna ƒona eme nuƒo amea ku le adzagbedzi ayɔ gbedzia ne wokɔe so mɔdzi va fi akpo tona kui sɔ yina zogbe ne wogba ɖi vɔ agba wɔ ebe cérémonia agba wɔ ebe kɔnua teƒe ya wogba nɔna anyi ɖo sɔ wɔna eme kɔnuwo gbaku ɖo etsɔ gã ke woawɔ ne ɖeke ma amewo ke yina nugbewo le dua mea fia ye dutɔ dunɔwo safowo hunɔwo aƒegbetɔwo kekewo nɔna anyi ɖo sɔ tona ɖeke me tsɔ gã menya tsaƒe wosina te ɖe dzi dana ɖe dzi wosina te ɖe dzi ye wɔna tsɔ gã ye me teƒe nyi dogba ke mi le fia mía tɔgbuiwo ke ne wɔna ʋodumenuwo mle ʋodu da ɖe mi va wɔwɔ gbewoa ne woakpɔ dzidzɔe ne wɔme ʋoduwoa wobe ʋodu va aƒea fia aɖeke wogba nɔna anyi ɖo ye edutɔ dunɔwo nɔna anyi wotsɛnɛ fia wogba kpɔna dzidzɔe ne ma tɔ le ye du kpata va nɔna anyi ɖe fia kpɔna nu ƒona ʋu ʋodumeʋu le lo. Une anecdote raconte que les premiers ancêtres qui se sont établis à Oumako fuyaient la guerre. Une fois sur place, 3 frères et la femme d'un des 3 découvrent la localité tout proche, Komé. Ils décidèrent de s'éparpiller en guise de précaution à d'éventuelles attaques, d'où ils fondent Komé et quelques localités environnantes.
on tient ma va. Qui ne dans mon sous-bois, il y a aussi sous-bois, mais il donc, Niatoa, on tient ma va aussi. Que au vallon le tournament, au faut pas glomber, à va aussi. Yo que au matin au dos. Yo le douana va aller là que yo a wero. Wa fufua. O no fun zan le ya. O kwa zan vide. Akplo. Akiti. Ewe. Que o jo le yin. O je fanta. O cho we so da de fun. Be ye no fun. Akplo akiti. Le yin kaka wa to ne be. Akpo ko ne le nko da ma. Ye ne ba ibe de ko mo. Ye chana no ko mo. Akitia. Ye ba ti ko mo. Lo miagblen akande di. Fine ko mo drotua yema. On retrouve le nom de quelques quartiers de Oumako à Comé, comme Djakoté, Sivamé. Aujourd'hui, les liens de fraternité entre les deux localités sont solidement tissés. Écoute-moi, Skidi. Il n'y a pas plus belle victoire que de voir tous les royaumes alliés et ennemis se prosterner devant un seul et même roi. Et ce roi, c'est toi, Shaka, fils de Senzaga Kona. Une guerre se prépare. Il va vouloir se venger. Tu dois bâtir ton propre royaume. C'est toi le roi. Mieux vaut faire la paix que la guerre. Mais parfois, on n'a pas le choix. Nous les anéantirons tous jusqu'au dernier. Ah non! À l'attaque! Allez! Maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Votre série Canal+ originale inédite Shaka Ilembe saison 2, tous les jeudis à 20h30 GMT sur Canal+ Magic. Aussi. 26 minutes. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrit la lumière. Communiquer. Hey. Communiquer. Hey. Communiquer. Hey. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Ouais. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de voilà, de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla,
C'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des Vous dansez des djinns. Ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. Le ciel va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Niantépé. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes mercredi pour une nouvelle aventure sur Le Plein de Midi. Au revoir. Au revoir. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons, avec le recul, constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie, ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Aranz-Oglele lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, 90, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que les citoyens aient l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part des citoyens un certain comportement. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24.
fait face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? La dot en soi, normalement, c'est le mariage. S'il ne fait pas officiellement la grande dot, la femme ne bouge pas. C'est ça. Et le gars dit que, bon, si c'est ça, il faut choisir entre ta famille et moi. Il y a des hommes qui, après mariage, ils abandonnent tout, ils n'ont rien fait encore. C'est ça. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Annuellement, ils n'offrent pas aucun plaisir à sa femme. Tu es un homme, tu n'arrives pas encore à satisfaire correctement ton épouse à la maison. Elle sait, elle se dit, bon, j'ai déjà des enfants ici, je me contente de ça. Et c'est en plus de ça, c'est ça qui sort pour aller prendre encore une femme dehors. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Alors, je dirais que la dot aujourd'hui, c'est vu comme autre chose. Ce n'est plus symbolique. Oui, je suis votre émission depuis Baricon. On vous est d'accord. Je vois que c'est très intéressant et j'ai voulu donner mon point de vue. Allons-y, ça nous fait plaisir aussi. De répit. Nous voici de retour sur vos petits écrans et on va enchaîner avec la rubrique santé sur Actu Matin. Madame Santé est là. Esther Toufa, bonjour. Bonjour Tanguy. En face de vous, professeur Antoine Benou, président de la Société béninoise de chirurgie pédiatrique. Professeur Benou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin ce matin. Vous allez discuter avec Esther, notamment de votre matière, la chirurgie pédiatrique. Esther, chaque année, dans le monde, des millions d'enfants ont besoin d'une intervention chirurgicale pour survivre à diverses affections, malformations congénitales, hernie, appendicite, brûlure, traumatisme. En tout cas, les mots qui peuvent hypothéquer l'avenir d'un enfant peuvent être donc examinés à l'occasion. Et justement, à cette occasion de la Journée mondiale de la chirurgie pédiatrique qui se célèbre le 26 février de chaque année, la Société béninoise de chirurgie pédiatrique n'entend pas rester donc les bras croisés. Et vous avez choisi de revenir là-dessus et de parler des enjeux de la commémoration d'une telle journée, notamment pour les enfants béninois. Exactement, et nous allons déjà demander au professeur. Bonjour professeur. Bonjour madame la journaliste. Bienvenue sur le plateau d'Actu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à Canal 3 pour nous avoir accueillis ce matin. D'accord. Alors dites-nous déjà comment se porte la chirurgie pédiatrique aujourd'hui au Bénin. La chirurgie pédiatrique, de par le monde, c'est une spécialité négligée. Et si de par le monde, il y a un pareil accent, c'est sûr que dans notre pays, ça ne se porterait pas mieux. Donc c'est un peu ce que je peux répondre. Parce que au niveau de la santé, véritablement, c'est que beaucoup d'importance ont été accordées aux autres spécialités. Et concernant la chirurgie même, en tant que discipline générale, il est né une initiative qu'on appelle la chirurgie globale 2030. Ça, c'est pour la chirurgie en général, pour montrer que la chirurgie sauve des vies, que la chirurgie est sûre, mais c'est que cette chirurgie, elle est négligée. Et quand on dit que dans la chirurgie générale elle-même, elle est négligée, pour l'enfant, qui est l'enfant vulnérable, l'enfant qui est le plus pauvre de la société, l'enfant qui est l'homme qui n'a rien, absolument rien dans la société, ce qui va le concerner sera encore pire que ce qui concerne les autres. Donc, en un mot, la chirurgie ne se porte pas tellement bien et la chirurgie pédiatrique encore se trouve dans des conditions encore plus difficiles.
Alors, même si on va parler du fait que cette discipline est négligée, qu'en est-il du plateau technique au Bénin? Est-ce qu'on a ce qu'il faut quand même pour opérer les enfants en cas de besoin? Nous avons ce qu'il... nous avons ce qu'il faut pour opérer le minimum. Nous avons ce qu'il faut pour opérer le minimum. Le minimum chez les enfants aujourd'hui, c'est les hernies, les petits trucs. Mais quand il s'agit de grosses chirurgies, l'équipement n'est pas souvent à la hauteur. Et ça manque. Et c'est je peux les citer. C'est par exemple la chaîne de l'espoir de la France. C'est par exemple Mercy Chiefs. Donc ce sont, en son temps également, on pouvait parler de Terre des Hommes. Ce sont ces organisations nous savez et une divinité, une divinité qui n'est pas étrange, que tout le monde connaît. Nous connaissons le mot quoi? Le mot Tohosu. Tohosu, c'est quoi? Tohosu, ça a trait aux malformations congénitales que la société étant confrontée à ces problèmes a dû diviniser. Et ce n'est pas seulement dans le sud Bénin, c'est même dans le nord Bénin également, et cela a ses répercussions. Donc les malformations congénitales, ce sont des affections courantes chez l'enfant. Et la plus courante de ces affections congénitales, par exemple, c'est la hernie. Et vous savez combien dans nos sociétés, le mot arono, on donne le nom de quelqu'un et on ajoute arono. Donc, ça, la hernie ombilicale, c'est une malformation qu'on doit opérer. Et la hernie ombilicale, je parle de là, c'est qu'elle est de différents degrés. Il y a de petites hernies, il y en a de grandes, et il y a ceux qui sont les plus grandes dans cette catégorie que nous appelons les omphalocèles. Elles sont très très courantes, et sans parler des hernies inguinales, que ce soit chez le garçon comme chez la fille. Donc, ces malformations congénitales, elles sont très courantes. Alors, est-ce qu'on peut éviter certaines de ces malformations? Non, si c'est... les malformations congénitales sont une pathologie des enfants. Mais on peut les éviter. Les éviter, c'est quoi? C'est faire ce qu'on appelle le diagnostic anténatal. Faire le diagnostic anténatal, ça veut dire nos mamans, nos sœurs qui vont, nos dames qui vont en consultation prénatale. Normalement, si l'échographie du 6e mois est bien faite, on peut voir tout ce qu'il y a comme malformation chez le futur enfant et prendre les dispositions nécessaires pour voir si ces malformations, on peut les corriger. Donc, c'est une prévention. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle, après les malformations, il y a ce qu'on appelle les pathologies acquises, dont le traumatisme, les blessures qui peuvent arriver chez l'enfant, les accidents. Toutes ces histoires, c'est les accidents domestiques. Avec un peu de prévention, on peut les éviter. Et par exemple, une prévention qu'on doit faire aujourd'hui
pour une pathologie qui nous cause des problèmes, mais qui est une pathologie acquise, c'est ce qu'on appelle par exemple les enfants et à un certain âge, à 2 ans, à 3 ans, souvent Quels chirurgie pédiatrique sur partout où il se trouve sur le territoire béninois et que les autorités qui nous écoutent puissent pourvoir à l'équipement décent des services de chirurgie pédiatrique. Donc, c'est pour nous une journée pour faire véritablement la grande sensibilisation. Donc, c'est le fondement. C'est bien le 26 février prochain. C'est le 26 février prochain. Donc, c'est la journée internationale de la chirurgie pédiatrique, la chirurgie des enfants, la chirurgie de pour nos enfants, pour que nos enfants soient véritablement en bonne santé. Merci beaucoup à vous, professeur Benou, d'être passé sur ce plateau. Tanguy. Oui, Madame Esther Tofa, merci d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous discutiez à l'instant avec professeur Antoine Benou. Il est président de la Société béninoise de chirurgie pédiatrique. Professeur, merci d'être passé par ici. Nous vous remercions. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Merci. Infiniment merci à Canal 3. C'est un devoir et un plaisir aussi. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps d'installer le débatteur. Écoute-moi, Skidi. Il n'y a pas plus belle victoire que de voir tous les royaumes alliés et ennemis se prosterner devant un seul et même roi. Et ce roi, c'est toi, Shaka, fils de Senzagakona. Une guerre se prépare. Il va vouloir se venger. Tu dois bâtir ton propre royaume. C'est toi le roi. Mieux vaut faire la paix que la guerre. Mais parfois, on n'a pas le choix. Nous les anéantirons tous jusqu'au dernier. Ah non! À l'attaque! Allez! Maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Votre série Canal+ originale inédite Shaka Ilembe saison 2, tous les jeudis à 20h30 GMT sur Canal+ Magic. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale,
égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'était pas seulement et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. Si des fils du village de Oumako sont allés prendre leurs inspirations au Ghana, pour beaucoup de personnes, c'est leur origine. C'était un retour à la source qui a permis de trouver du travail, mais aussi avec leur origine. Oumakoa avae nya tɔgbewo wosi ava. Woagbetɔ ame ene ye zɔn, ŋutsu ame etɔ̃, agala, akiti, ewɔe, wodo agala be srɔ̃, ke wosi ava, ne esi ava kakakakakakaka. Nous va tirer encore là. Que o zo kakakaka o va dire duna yomi le gbabe wuma ko nous ti kono ati ko yana be wutia do nana fafa ko po funu po o na inde fun ko na inde fun fafa le ye agala le to no via o be fina yo na do ya na vagba tso afide pepe gbava ama yo kudo wutia yo akọ fina umako drotule ye malo. Oumako est constitué d'une vingtaine de familles, toutes liées les unes aux autres. Oumakoa ko egbe ko nyakpo Jakoti, nyakpo Siame, nyakpo Fanta, o gba yene be Tove, egbe ya miagba Gbedevinu, ko ne le Oumakoa owema. Apodo ne le Oumakoa tutugbon wakpa Agbakodzi, Agbakome, Agalame maƒome.
Ojo le agbakɔdzi wakpɔ agbedekɔdzi ele tukrɔ ne agala maƒe ne edzo le funua yakpɔ adinu le Wumakɔ le siva me ne edzo le adinu dia yakpɔ amegãwo ye akutehawo ne edzo le megãwo dia yakpɔ kpota ne edzo le kpota dia asiɔgbɔn le funu asiɔgbɔn hawo ne edzo le asiɔgbɔn maƒomea yakpɔ ɖenɔ fi ma tɔ yentɔ menyi ɖenɔ ƒome ne ekpɔ ɖenɔa yakpɔ aʋlasa ne edzo le aʋlasa yava ketika ma ƒome ne ekpɔ ketika ƒomea yanɔ kpɔ degbehovi ne edzo le degbehovi ma ƒomea yanɔ kpɔ kuivigbonu lokui eyɔna na wo ele sangɔ menivoa me ne edzo le funua yakpɔ agbemɔ ma ƒome ele siva me ne edzo le agbemɔa yakpɔ atitɔeɖome ne edzo le atitɔeɖomea yadze ayekɔdzi ne edzo le ayekɔdzia yanɔ kpɔ gbebekɔdzi ele funu gbebekɔdzi aƒema me wɔna ʋoɖu me ke kpatsa ne ʋoɖu mekɔ nu le aƒema ye kpatsa ne womakɔ ne ʋoɖu menya gbebekɔdzi ne edzo le gbebekɔdzia yakpɔ dakpekɔdzi ne edzo le dakpekɔdzia yakpɔ atsantiɖome ne edzo le tsantiɖomea atitɔeɖome ele dogba tukrɔ si ne miame fi ke miwɔna ʋoɖumenuwo le ne edzo le funua yakpɔ gakeŋkɔdzi ne edzo le gakeŋkɔdzia yakpɔ tɔmenya hawo yɔna ziaku nene aƒedo kele Wumakɔa ŋumewiwo nyi. Plusieurs religions se côtoient dans une cohabitation fraternelle. La religion endogène, les religions chrétiennes dont le catholicisme, l'Assemblée de Dieu, le christianisme céleste. Chacune a son lieu de culte. Ceci n'empêche pas les fils et filles de la localité de se retrouver pour de grandes cérémonies. Teƒe ke mi lea edua me teƒe dogba yɔna nɛ ne kpekpe ke ɖe ku ɖo edua ŋuti ame kua sɔ yi zogbea ne woaƒo eme nuƒoa teƒe aɖeke wonɔna ƒona eme nuƒo amea ku le adzagbedzi ayɔ gbedzia ne wokɔe so mɔdzi va fi akpoto na kui sɔ yina zogbe ne wogba ɖi vɔ agba wɔ ebe cérémonia agba wɔ eme kɔnua teƒe ya wogba nɔna anyi ɖo sɔ wɔna eme kɔnuwo gbaku ɖo etsɔ gã ke woawɔ ne ɖeke ma amewo ke yina nugbewo le dua mea fia ye dutɔ dunɔwo safowo hunɔwo aƒegbetsɔwo keke wonɔna anyi ɖo sɔ tona ɖeke me tsɔ gã menya tsaƒe wosina te ɖe dzi dana ɖe dzi wosina te ɖe dzi ye wɔna tsɔ gã ye me teƒe nyi dogba ke mi le fia mía tɔgbewo ke ne wɔna ʋoɖumenuwo mle ʋoɖu da ɖe mi va wɔwɔ gbewoa ne woakpɔ dzidzɔe ne wɔme ʋoɖuwoa wobe ʋoɖu va aƒea fi aɖeke wogba nɔna anyi ɖo ye edutɔ dunɔwo nɔna anyi wotsɛnɛ fi wogba kpɔna dzidzɔe nematɔ le ye du kpata va nɔna anyi ɖe fi kpɔna nu ƒona ʋu ʋoɖumeʋu le lo.
Une anecdote raconte que les premiers ancêtres qui se sont établis à Oumako fuyaient la guerre. Une fois sur place, 3 frères et la femme d'un des 3 découvrent la localité tout proche, Komé. Ils décidèrent de s'éparpiller en guise de précaution à d'éventuelles attaques, d'où ils fondent Komé et quelques localités environnantes. On tient ma voix. Puis notre dame sous-bois, il y a aussi sous-bois, mais américain. Donc, on tient ma voix aussi. Que au va dans le tournament, au faut pas glomber, à voix aussi. Yo que yo matin no do. Yo le douana va les là que yo a wero. Wa fufua. O no fun zan le ya. O kwa san vide. Okplo. Kiti. Ewe. Que o jo le yin. O je fanta. Cho we cho da fun. Be ye no fun. Ekplo akiti le yin kaka wa to ne be. Ekpo ko ne le nko da ma. Ye ni ba be de ko mo. Ye chana no ko mo. Akitia ye va ti comme lo miagblen akandedi fine comme drotoa yema. On retrouve le nom de quelques quartiers de Oumako à Komé, comme Djakoté, Sivamé. Aujourd'hui, les liens de fraternité entre les 2 localités sont solidement tissés. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Pour nos moments débat, voici Franck. Franck, bonjour. Voici Ulrich. Ulrich, bonjour. Eric, bonjour. Nous allons parler un peu de la trajectoire de la presse du Bénin depuis 1990. Ce sera en 2 séquences. D'abord, depuis 1990 à aujourd'hui, quel a été, je dois dire, son itinéraire jusque-là, à l'aune de la démocratie et au service de laquelle il est. Et puis on va projeter justement le monde des médias sur l'avenir avec tout ce qu'il y a comme nouveauté et qui perturbe en griffe, je dois dire, son quotidien. Ulrich, pour le rendez-vous national, politique nationale de 1990, les acteurs sont formels, les témoins aussi. La presse aura joué un rôle capital pour la réussite de l'événement. Quand vous voyez un peu ces 30 dernières années, vous avez eu l'impression véritablement que ce rôle, cette place majeure, elle est restée constante?
Constante, je dirais non. Je le dis de façon péremptoire. Nos aînés qui ont véritablement suivi cette conférence et qui déjà en amont ont fait un travail, parce que c'est vrai, quand on parle de la conférence des forces vives des nations, de la nation, on voit beaucoup plus la politique. Mais il faut reconnaître que la presse a joué un grand rôle dans ce combat. A joué un grand rôle en ce sens que on savait, la presse a véritablement été le gardien de l'information, a été aussi l'objecteur de conscience dans cette période-là, et c'était assez sensible dans une période où il fallait véritablement faire une transition entre la période du PRPB, de la révolution que nous connaissions, et aujourd'hui la démocratie. Donc en amont, il y a eu un gros travail qui a été fait, et après on a vu également la presse qui, aux années juste après la prise de pouvoir par Nicéphore Dieudonné Soglo, était toujours là, et c'est pas pour rien que dans la période on insistait sur cette dénomination de la presse béninoise. On parlait de quatrième pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui le quatrième pouvoir a toujours sa place, a toujours sa position? C'est pour cela que je suis à l'imparfait. J'estime que la presse béninoise fait encore un travail, mais je pense que quelque part, il y a, comme le dit quelqu'un, c'est comme si on a un peu dilué le vin. Il y a eu assez d'eau qui a coulé dans le vin, et la presse aujourd'hui, est-ce qu'elle arrive encore à stimuler, à parfois critiquer comme cela se doit, parce que, qu'on le veuille ou non, notre rôle n'est pas seulement de dire ce qui est bon. Vous savez, dans le monde des médias, le train qui arrive à l'heure n'est pas une information. Mais le train qui est en retard, c'est là l'information. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'on a tendance à souvent peindre la presse comme, je dirais, le groupe qui est toujours là à vérifier ce qui ne va pas, à toujours chercher ce qu'il n'y a pas, ce qui n'est pas bien. C'est pas que ça que nous faisons. C'est vrai que nous formons, nous informons, mais dans le même temps, nous analysons. Et les analyses de la presse, c'est beaucoup plus. En fait, ce n'est pas dans le but de dénigrer ou de nuire. C'est l'objectif, c'est de pouvoir éveiller les consciences, amener les décideurs à faire ce qui doit être fait, à mettre, comme on le dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et la presse est un peu là comme pour réveiller cette conscience-là au niveau des politiques et même au niveau de la société civile, parce qu'il est arrivé à un moment donné où aujourd'hui on a remarqué que même la société civile a complètement disparu de l'arène, et c'est la presse qui aujourd'hui se retrouve en train de vouloir jouer le rôle de la société civile. C'est un peu difficile. Est-ce que la presse béninoise joue encore son vrai rôle? C'est difficile à le dire. Un rôle important, majeur joué à l'occasion de cette conférence nationale, hein, faut-il le rappeler, ouvert le 19 février 1990 et fermé en 28. Donc on est vraiment dans la période de rappel anniversaire. Un rôle important, disais-je, joué, et qui promettait au lendemain donc de la fin des travaux, qui promettait des lendemains exaltants pour la presse, notamment avec la presse privée qui a vu sa naissance advenir. Est-ce que les fruits, Eric, ont tenu la promesse d'être... Alors, dans un sens ou dans un autre, je dirais oui, parce que nous continuons à bénéficier, par exemple, de la libéralisation de l'espace médiatique qui est né justement au lendemain de cette conférence. Déjà ça, et ça permet donc au secteur justement de connaître une forme d'évolution en termes de nombre de médias aujourd'hui qui organisent notre secteur. Dans le fond, quand je reviens un peu à cette époque, à ce contexte, on avait, comment on dit, une presse quand même qui sortait d'un environnement, je dirais, très très tendu, où voilà, on n'était pas non plus si libre justement de ses moyens de pouvoir véritablement travailler. Et à l'arrivée de la conférence nationale, la presse s'est déployée justement pour faire vivre cet événement à nos compatriotes comme nous aurions pu le faire aujourd'hui si ça avait été le même événement en termes de couverture intégrale justement. Donc aujourd'hui le secteur existe, les médias existent, voilà. Et c'est déjà assez intéressant de constater que l'environnement
où l'environnement dans lequel les médias évoluent permet justement à ce que nous puissions exercer notre travail. Toutes les questions qui tournent autour, ce sont véritablement dans le fonctionnement, la façon et puis les tests de loi votés récemment et qui ont davantage créé une forme de confusion dans l'esprit des gens. Donc je pense que on ne peut pas tout avoir, c'est certain, mais pour l'expérience que nous faisons au sein de notre démocratie, les médias continuent véritablement pas à jouer leur rôle. Ulrich a évoqué la critique et je suis de ceux qui pensent que l'objectif premier, il n'est écrit nulle part, que l'objectif premier d'un média est la critique. Nous donnons l'information. Maintenant, la nature de l'information peut être perçue comme critique, peut être perçue comme ceci, peut être perçue comme tel. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi aujourd'hui, comment on dit, des attentes de nos concitoyens, justement, qui entraînent parfois, je dirais, cette mauvaise compréhension, justement, qu'on est censé avoir du travail que nous faisons, justement. Et je pense que au fur et à mesure que nous évoluons, nous essayons de nous adapter, nous essayons de faire en sorte que la lanterne ne pète pas de son énergie, justement, pour que à l'invocation justement des médias, nous puissions répondre présent, parce que je rappelle au passage que vous avez des pays où même médias, ça n'existe même plus. Oui. Et Franck? Oui. Alors je dirais que à l'inverse de Ulrich, disons que le rôle de la presse est resté constant depuis 90. Sauf que les écosystèmes, les contextes ont changé. Mais la presse a joué un rôle prépondérant depuis 90, parce qu'avant 90, eh bien, la presse ne jouait pas le même rôle. On utilisait peut-être la presse comme un bouclier pour combattre un peu ceux qui venaient nous envahir, mais dans un contexte assez difficile où on n'avait pas véritablement la liberté d'opinion. Quand vous prenez la conférence de 90, eh bien, la presse a joué un rôle très important, aussi bien dans l'information, la façon de rendre l'information. Ce qui se passait à PLM Alédio à cette époque-là, il a fallu la presse, malgré les maigres moyens, pour savoir et pour permettre aux populations de connaître l'essentiel. Parce qu'il lui fallut peut-être un mot mal placé pour que ça carbure peut-être du côté de PLM Alédio. Mais la presse a fait preuve de professionnalisme. Quand vous échangez avec les douaniers, les aînés qui ont suivi les travaux de bout en bout, ils vous diront à des moments donnés, ça a su chauffer, à des moments donnés, comment on a pu, de PLM Alédio, au niveau des rédactions, on a pu calibrer les mots, on a pu gérer le flux d'informations qu'on avait. Parce qu'on voyait, on écoutait, on voyait un peu la fougue avec laquelle les esprits étaient surchauffés, mais on a su quand même trouver les mots justes pour relater cela à l'extérieur, où les populations avaient les yeux rivés, tout le monde retenait son souffle pour savoir ce qui allait se passer. Donc la presse a su jouer son rôle pour que cela ne carbure pas, pour que cela puisse donner quelque chose de positif. Au lendemain de la conférence, on a vu que cela profitait également à la presse, parce qu'il y a eu un genre de pluralisme où nous avons la liberté d'opinion, nous pouvions faire des reportages, nous pouvons également critiquer, nous pouvons également faire des propositions. Cela a boosté un peu, disons, le travail de l'État, des dirigeants, parce que les critiques leur permettaient de savoir ce qui se passe. Vous savez que le général Mathieu Kérékou, dans les anecdotes qu'on nous a racontées, il demandait aux gens de laisser les journalistes faire leur travail, de les laisser écrire, de les laisser faire leurs commentaires, que cela lui permettait de tirer un peu des leçons qui favorisaient en tout cas certaines initiatives qu'il prenait pour le développement du pays. Après cela, nous avons eu UNICEF Soglo, nous avons eu Yahi Boni, nous avons eu le président Patrice Talon. Donc la presse a toujours été présente, sauf que c'était pas les mêmes conditions. Aujourd'hui, nous avons le numérique, par exemple. Cela n'existait pas il y a 35 ans, non pas du tout. Même il y a 15 ans en arrière, cela n'existait pas. Donc ça a évolué. Et dans aucun pays du monde, on peut dire que la presse est restée avec les mêmes lois
depuis 1960 ou 1990, si on ne prend que ce repère-là, il y a eu de l'évolution, mais la presse a toujours joué son rôle. On donne l'information. La preuve aujourd'hui, vous avez vu cette déferlante des médias en ligne. Si vous ne donnez pas, vous, médias traditionnels, conventionnels, l'information sera donnée par ceux qui sont en ligne. Mieux, l'éventail de l'appellation de journaliste s'est élargi. Il y a beaucoup de catégories aujourd'hui. Les gens peuvent, dès qu'ils remplissent les conditions, ils arrivent à donner l'information et tout. Cela est encadré tant bien que mal. Mais je pense que la presse est restée résiliente. Elle est restée quand même, elle a tenu le coup. Elle a traversé des époques. Elle a fait diverses fortunes, j'allais dire pour conclure. 8h54, hein, alors que j'avais un deuxième axe à évoquer, oui, c'est toujours la fièvre de... Tout à fait, que nous réserve l'avenir dans cette profession si tant aimée, si tant détestée aussi, hein, parce que ceux qui ont horreur de la vérité ne sont pas forcément ceux qui célèbrent la presse professionnelle. Et donc, voir un peu avec les nouvelles réalités ce qui nous attend pour les 35 prochaines années, surtout qu'on vient d'élaborer justement la politique de développement projetée sur les 35 prochaines années. On va voir ensemble ce que la presse aurait pu faire ou pourrait faire pour accompagner justement la concrétisation de ce rêve-là. On met ça pour demain. Merci, chers messieurs. 8h55 à Cotonou. C'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Très bonne journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Fraternité s'intéresse ce jour au projet de société pour la course à la marina et voit Wadani dans la continuité. Paul Hunkpe dans les slogans. Deux dynamiques s'observent sur le terrain à 2 mois de la présidentielle de 2026. D'une part, le candidat du pouvoir en place, Romuald Wadani, prône la continuité, surfant sur le bilan de son mentor Patrice Talon, réformes institutionnelles, assainissement des finances publiques, modernisation administrative, valorisation du patrimoine culturel. Les réalisations du chef de l'État sortant plaident en faveur de son poulain qui est désigné pour poursuivre l'œuvre de construction. Mais une présidentielle ne se gagne pas uniquement sur l'héritage. Les électeurs attendent de savoir ce que Romuald Wadani propose en propre. De son côté, l'opposant Paul Hunkpe peine à faire imposer le débat dans le but d'incarner une alternance plausible. À défaut, il se verse encore dans les slogans à ses sorties. Il se positionne en candidat des pauvres, ce qui paraît plus comme un slogan qu'un projet de société. Pourtant, il est celui qui cherche à conquérir le pouvoir et devrait faire des propositions alternatives au-delà des intentions affichées et du discours social. Les contours précis de son projet de société demeurent encore peu explicités dans l'espace public. Le matinal informe dans le cadre des licenciements annoncés à la SRTB que dans une déclaration conjointe rendue publique le samedi 21 février 2026, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, la Confédération générale des travailleurs du Bénin et l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin dénoncent une décision officialisée le 12 février 2026 prévoyant le licenciement de plusieurs agents de la SRTB à compter du 1er mars 2026. Elle reproche également à la direction l'absence de mesures d'accompagnement en faveur des agents concernés ainsi que le non-respect des procédures prévues par le Code du travail en matière de licenciement collectif, notamment l'obligation de consultation des représentants des travailleurs. De son côté, Fraternité relève que mise en place pour moderniser
les inscriptions universitaires et faciliter la validation des dossiers académiques. La plateforme Espace étudiant UAC devait simplifier la vie des apprenants, mais sur le terrain, le constat fait le vendredi 20 février et tout autre, de nombreux étudiants font face à des difficultés techniques et organisationnelles qui transforment cette innovation en véritable source de stress. Le journal fait observer que si la volonté de moderniser l'administration universitaire est largement saluée, les étudiants appellent à des améliorations urgentes, une plateforme plus stable, des délais clairs, une assistance accessible et une meilleure communication. Déjà qu'à l'horizon 2060, le Bénin veut faire de l'éducation le moteur de son développement. Rappelle la nation, malgré des projets notables en matière d'accès à l'eau, les défis de qualité, d'équité et de financement imposent une réforme profonde afin de garantir à chaque enfant un apprentissage inclusif et performant. Au cours des 2 dernières décennies, le pays a enregistré des avancées notables. Les taux de scolarisation ont connu une hausse significative, traduisant un élargissement progressif de l'accès à l'école. Parallèlement, les infrastructures éducatives se sont améliorées avec la construction de nouvelles salles de classe, d'établissements secondaires et de centres de formation professionnelle. Dans le secteur de l'agriculture, le matinal informe que les prévisions du programme régional de production intégrée du coton en Afrique annoncent désormais un leadership béninois incontesté. Pour la saison 2025-2026 en cours, le Bénin devrait atteindre une production de 647 290 tonnes, tandis que celle du Mali s'effondrait à 433 700 tonnes, marquant une baisse brutale de 34% en une seule année. Le Bénin se démarque également par une volonté de capter la valeur ajoutée sur son propre sol, alors que le Mali continue d'exporter la quasi-totalité de sa fibre brute. Le Bénin valorise déjà 12,7% de sa récolte grâce aux usines textiles de la zone industrielle de Glodjibé. L'objectif affiché est d'atteindre une transformation locale de 15 à 20% de la production nationale afin de sécuriser durablement l'économie nationale où le coton contribue déjà à hauteur de 12% du PIB. La GDIZ, où le journal La Nation est allé constater qu'elle s'impose progressivement comme un pôle d'opportunité pour des milliers de jeunes en quête d'un emploi stable. Dans les ateliers textiles, les unités de transformation de cajou, de filature de coton, des parcours cabossés trouvent un nouveau souffle grâce au dispositif public d'insertion. À travers ces parcours, la zone industrielle de Glodjibé apparaît comme un laboratoire d'inclusion économique. Si les bénéficiaires évoquent la pression des cadences et la nécessité d'améliorer les conditions de travail, tous soulignent l'impact concret de ces emplois sur leur stabilité financière et leur dignité. Pour de nombreux jeunes peu ou pas qualifiés, l'industrialisation en cours dans cette zone représente plus qu'un simple emploi, une véritable opportunité de reconversion et d'ascension sociale. Fin de la revue de presse. Merci de l'avoir suivi.